Donc Bernard, alors je suis particulièrement content on puisse parler sur Ciné Mutin parce que tu es, je pense, le monteur qui a le plus monté de films sur Ciné Mutin. Je crois que j'ai regardé, c'est des tas de films, quoi. Alors, on va les lister peut-être un peu, en gros, quoi. Mais dans les films, tu te rappelles un peu les films que tu as montés qui sont sur le Ciné Mutin? Oui, enfin, il y a plusieurs. Bon, vous avez mis les films de Guédiguian. Mon 17e film avec Robert Guédiguian, soit à peu près 20 400 heures passées enfermés tous les deux dans le noir. Les techniciens. Me voilà chef monteur. 30 ans en arrière, me voilà assistant réalisateur. Il y a une faute d'orthographe à mon nom, un S en trop, pas grave. Une petite faute pour une longue histoire. Mon premier film avec Robert Guédiguian, Dernier été, écrit et réalisé avec Franck Levita. Donc, dont on va parler. Après, il y a les films de Pierre Carles, avec qui j'ai une vieille complicité également depuis longtemps. Et les films donc, de Christophe Coelho, aussi des films sur le cinéma de Julie Comte sur Un chat sur l'épaule, qui est un film sur Boviala, qui est un personnage passionnant, enfin, qui moi m'intéresse énormément d'ailleurs dans ce qu'il a voulu essayer de ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas pu faire et où ça s'est arrêté. Après, il y a Cas d'école, qui est notre film, et qui est bien dans l'idée de moi ce que j'aime en fait, est-ce que c'est des cinéastes, autant documentaire que fiction en fait. Ça, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler autant dans la fiction en documentaire, peut-être plus en documentaire qu'en fiction d'ailleurs, d'une certaine manière, et j'aime beaucoup le documentaire, et de travailler toujours avec des réalisateurs qui sont, comment dire, un peu à la marge. Enfin moi, ce que j'ai toujours aimé, au fur et à mesure, pas au début je travaillais sur des magazines, on pourrait dire plus traditionnels, mais par la suite, j'ai plutôt toujours privilégié au contraire des auteurs, des gens qui avaient quelque chose à dire. Et le premier qui m'a amené, parce que j'étais plutôt timide, et c'est-à-dire si j'ai été monteur, c'est justement pas aussi parce que j'avais une certaine peur du public, mais c'est quelque part Robert qui dans ses premiers films était attaqué, où les films étaient très 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 confidentiels, passés que dans certaines salles d'essai, et il nous avait dit à quelques-uns qui étaient proches de lui, allez-y, occupez le terrain, il faut occuper le terrain, il ne faut pas le laisser aux autres, donc allez parler des films. Et parlant d'un film de Robert, ou quand je fais des débats des films de Pierre Carles, je parle en mon nom à moi, d'une certaine manière. Je cherche pas, et ça a toujours été mon idée, c'est d'être moi, en fait, de pas chercher à vouloir expliquer ce que Pierre Carles veut dire, ce que Robert Guédiguian veut dire. C'est pas, je veux dire, ils parlent pour eux, ils n'ont pas besoin de moi pour parler. Par contre, pourquoi moi je m'intéresse à leur travail, en quoi ce travail m'a apporté quelque chose, m'a surpris, m'a intéressé, et pourquoi j'ai eu envie de passer du temps sur leurs images. Robert sans Robert, c'est un film que tu as réalisé, qui est donc disponible. Que j'ai réalisé avec Clémentine Jelnik. Voilà, il faut dire, qui t'accompagne aussi. Qui m'accompagne. Et donc, il y a un double regard, justement. Ça, tu vas parler aussi du travail collectif, mais c'est ce travail que vous avez fait sur un travail que tu fais depuis combien d'années maintenant, et Robert Guédiguian? Je l'ai rencontré en 80, j'étais en fin d'année, j'étais à l'époque dans une école de cinéma, justement, j'étais à l'IDEC, et c'était un stage d'été où je me suis retrouvé à Marseille à arrêter les voitures à l'Estac. Et à conduire une 4L blanche. Et à conduire une 4L blanche, voilà. J'y vais. Je vais réaliser un film sur Robert sans Robert. Jouer avec son cinéma, le regarder par mes yeux d'aujourd'hui et le raconter avec mes mots de monteur, comme une première fois. C'est un film particulier, moi j'en ai jamais vu d'autres comme ça, c'est d'une originalité incroyable. C'est un film sur ton travail de monteur, mais en fait tu revisites les rushs de... Voilà, l'idée, il y a eu plusieurs idées, et ce film c'est un peu fait au fur et à mesure en fait. Je pense qu'il n'a pas été complètement pensé dès le départ, c'est pas un film où il y a eu un projet qu'on a soumis à une commission, voilà. Il est parti d'un désir qui aurait pu être une sorte de blague, de cadeau qu'on pourrait offrir lors d'un anniversaire,
c'est-à-dire que, ayant monté tous les films de Robert, j'ai eu envie à un moment donné de les mélanger. Ça partait du désir de dire, tiens, ça peut être drôle de faire converser Daroussin jeune avec Daroussin vieux, de s'imaginer une suite dans les personnages d'Ariane Ascaride, entre leur jeunesse et sa vieillesse, comment elle évolue, si elle avait pas épousé Mélan dans tel film, peut-être qu'elle serait, elle serait avec Daroussin, ou si elle l'avait tué dans tel autre film, voilà. C'était un côté jubilatoire, c'est parti de ça. Gilbert, je vais retarder ta mort. Il me suffit d'un clic de souris pour que tu deviennes Jérôme, de Rouge Midi, dans les années 30. L'ouvrier qui va rencontrer, non pas Josiane, mais Majorine, avec qui il vivra jusqu'à la fin de ses jours. Bonjour Jérôme, je te présente Majorine. C'est une fille de mon pays. Je l'ai connue toute petite. Bonjour. Bonjour. Je croyais que mon cœur allait exploser, tellement j'étais intimidé. J'ai frisé la crise cardiaque. Excusez-moi, je suis en retard. Et puis, il est venu rapidement une autre idée à l'époque, c'est de parler de ça, c'était parler de mon métier de monteur. Et à une époque, il y avait quelque chose qui m'énervait prodigieusement, c'est quand on me disait vous êtes monteur, et on me disait vous êtes monteur Final Cut, Avid, ce sont des logiciels de montage. Et c'était la tendance, c'est-à-dire vous êtes monteur, donc vous êtes un technicien qui maîtrisait un logiciel de montage. Et pour moi, le montage, c'est surtout pas ça. D'autant plus que moi, j'ai commencé mes premiers films, je les ai montés en 35 mm, de manière très traditionnelle. Après, j'ai monté en vidéo, en 1 pouce, en 2 pouces, en tous les formats vidéo qui ont eu. Et je me suis toujours dit que la technique, je m'en foutais. En fait, j'étais pas un monteur Final Cut et Avid, mais suivant les films, on peut monter sur tel logiciel ou sur tel système. Il faut qu'il la lance maintenant, merde. Manouchian hésite. Cette séquence, je ne veux pas la monter comme un film d'action ou un polar. Je veux que le spectateur pense au génocide arménien. Surimpression, ralenti, noir et blanc. Je veux qu'on entre dans la mémoire de Manouchian. Je prends dans mes rushs la photo du grand frère, mort en quittant l'Arménie, qui était prévue pour la séquence prison. Et je fais une surimpression avec le visage de Manouchian. Et voilà. Il peut lancer sa grenade pour venger le peuple arménien. Mais avant tout, ce qui compte, c'est le rapport qui existe avec un auteur, avec un réalisateur, avec un désir qu'on arrive à partager de créer, d'imaginer, de sortir un film ensemble. Et c'est ça qui a été toujours ma passion. Et de plus en plus, voilà, on avait tendance à... et beaucoup de jeunes dans les écoles, enfin, il est enseigné la technique du montage, mais rarement enseigné, c'est comment on doit se comporter avec un auteur, quelqu'un qui a envie de dire, comment on le pousse à aller au bout de ses idées, comment on va l'accompagner dans son travail, dans sa démarche, comment on va s'investir et comment à un moment donné on va s'éclipser en disant c'est son film et voilà. Et nous, et mon plaisir, c'est de passer sur notre film, de quitter, à l'époque j'aime bien quitter Guédiguian pour passer à Sabou Brightman. C'est des mondes qui moi m'ont toujours intéressé. Je te vois grimper dans ce bus 35. Direction l'Estacurio. Ce bus n'est pas un bus ordinaire. Nous partons là dans une épopée cinestacographique. Moi, à la table de montage, aux côtés de Guédiguian. On comprend bien que tu n'es pas un monteur revendiqué comme étant un technicien, et avec la limite, d'ailleurs, on peut dire de tous les métiers du cinéma. Je veux dire, c'est des métiers très techniques, effectivement, souvent, mais avec évidemment toujours, il y a quelque chose d'autre, et il y a la notion de travail collectif aussi, et ça c'est une question que d'entrée tu vas trouver chez Guédiguian, tu rentres dans une tribu, quoi. Voilà, tout à fait. Ça, c'était l'autre chose, c'est de se dire que on est fort ensemble d'une certaine manière. Et surtout quand on défend des idées qui ne sont pas complètement consensuelles, bien évidemment. Donc quand même une grosse partie de ton travail, c'est avec Guédiguian. Ça c'est sûr. Parce que il tourne tous les 2 ans, enfin, d'une certaine manière. Et ce qui fait d'ailleurs, quand on est identifié comme le monteur de Guédiguian, c'est pas forcément un plus pour plein de gens dans le milieu du cinéma. Parce que bien évidemment, il y a des cinéastes qui disent oh non, on va pas monter le monteur de Guédiguian, il va nous faire chier avec un discours bolchevique.
international, futura humanità. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Je ne connais pas en Inuit. Pourtant, ça doit exister, hein. Les Inuits, ils sont travailleurs aussi, il n'y a pas de raison. L'histoire du collectif et du travail collectif, qui est à la fois la plupart de thèmes récurrents, enfin, qui traversent l'œuvre de Guédiguian d'ailleurs, et puis aussi de Pierre Carl aussi d'ailleurs, le travail. Mais bon, chez Guédiguian, il y a l'esprit de troupe, de tribu, de machin qu'on retrouve. Alors toi, tu t'intègres dans la tribu, tu le dis, en étant assistant et en conduisant la 4L. Mais après, tu vas devenir l'homme de l'ombre, et finalement, ces personnages sont familiers pour toi, tous ces gens. Donc ça devient des personnages de ta vie. Les comédiens, les personnages plutôt que les comédiens. C'est les personnages plutôt que les comédiens, c'est ça. Parce que moi, je les connais pas. Tu les côtoies jamais? Oui, je les rencontre comme ça de temps en temps. Mais Daroussin, je le connais pas. Je veux dire, on n'a jamais passé une soirée ensemble. Je t'aime. J'ai toujours aimé que toi. Et toujours je t'aimerai. Répéter la même phrase sans jamais se répéter. En le regardant, je pense au mot interprète. Je t'aime. Je t'aimais hier. Et je t'aime aujourd'hui. Mais après, au montage, il faut choisir. Quelle est la meilleure prise? Si j'étais à la place d'Ariane, je sais ce que je choisirais. Je t'aime à en mourir, Lola. Tu me fais tant souffrir, Lola, que mon cœur ne bat plus, Lola. Et je suis sous perfus, Lola, dans les bras du docteur, Lola. J'attends de tout mon cœur, Lola, une greffe du cœur, Lola. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, oh Lola. La salle de montage, c'est un lieu qui est très vivant en fait, parce qu'un réalisateur, il y arrive, c'est là où il va découvrir son film, où il va voir ce qui marche pas, c'est là où d'autres personnes, ses amis vont venir voir le film, vont lui renvoyer des images de son film, il va pleurer, rire, enfin j'ai eu toutes sortes de gens, de toutes sortes de réactions. Donc je pense que ce qui est important pour moi, c'est cette rencontre et c'est cette confiance. Voilà, et avec le temps, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des réalisateurs, les mêmes réalisateurs, c'est parce que comme il y a ce climat de confiance, ça permet aussi de se dire plus de choses. En fait, moi, je crois pas que on s'habitue, voilà, au contraire. Et ça m'était arrivé justement sur un film quand il y a un réalisateur même un peu connu, les gens n'osent pas lui dire. Même Guédiguian maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent pas lui dire certaines choses. Ça, c'est le problème de la célébrité. Alors, ouais. Et il n'y a que moi, d'une certaine manière, qui peut dire des bêtises. Qui peut dire, attends, là tu te fais un discours, c'est nul, je comprends rien. Voilà, on peut le dire parce qu'il y a ce rapport de confiance sur les années où, et moi en tant que monteur, c'est de jouer parfois le fou, d'être complètement dans l'opposition totale avec tous les réalisateurs. Mais je peux être dans l'opposition parce que je sais que je ne vais pas être viré le lendemain. Voilà, parce que avec d'autres, ça m'est arrivé de travailler avec d'autres réalisateurs où les productions tout d'un coup se mettent à paniquer et où j'ai été viré, enfin, parce qu'en se disant il donne pas confiance. Robert a l'autorité placide, ce qui ne veut pas dire tranquille. Métaphore. La voiture, c'est la salle de montage. Il est assis à côté de moi, il regarde mon tout premier montage. Silence. Moi. Qu'en penses-tu, Robert? Moi, ça va, Robert? Moi, ça va, Robert? Et si le début, on le mettait à la fin? Commence le face-à-face côte à côte entre nous et les images. Et souvent dans les films de bande comme ça, je pense à Cassavetes, à Husbands, parce que je sais comment a été monté le film, qu'ils ont monté d'abord sur un personnage, puis sur l'autre, puis sur le troisième, puis sur le quatrième, et puis à la fin, ils ont remonté le film en rééquilibrant tout ça, parce qu'il y a quand même des priorités, il y a des gens qui crèvent l'écran. Tu parles c'est des acteurs qui crèvent l'écran, là. Tu parles
la bande de Guédiguian, c'est des acteurs qui crèvent l'écran. Ne serait-ce que, tu parles beaucoup de Mélan au début, parce que c'est le non-professionnel qui, toute sa vie, est resté infirmier, et mais qui déchire l'écran dès qu'il apparaît. Il y a la présence. Là, et donc ça s'équilibre. Avec, par exemple, un jeune comédien qui va arriver, qui n'a peut-être pas encore... voilà. Bien sûr, c'est une présence. Il y a des jeunes comédiens qui ont une présence extraordinaire. Non, par exemple, la plus belle expérience que j'ai eue sur le film, c'est Le Promeneur du Champ de Mars, en fait, avec Michel Bouquet. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire au scénario, il y avait 2 histoires parallèles, c'était Jalil Esper qui jouait celui qui interviewait le président et qui avait une histoire d'amour qui se passait mal et qui était montée en parallèle avec les derniers moments de la vie d'un président. Et dès la première projection, on s'est rendu compte que on avait envie de voir Michel Bouquet. Et dès que Michel Bouquet était plus là, l'histoire d'amour, on s'en foutait complètement. Une belle histoire d'amour avait été écrite pour le journaliste Antoine. Sur le scénario, par contraste, elle donnait plus de force à la vieillesse du président. Mais dès les premières projections, une évidence pour tous. Dès que Bouquet-Mitterrand n'était pas à l'image, il manquait. Nous avons écrit un nouvel ordre des images pour le retrouver. Antoine. Donc on a tout rééquilibré le film, on a complètement enlevé toutes les séquences avec Jalil, qui était bien. Enfin, c'était pas du tout une question de séquences qui étaient mauvaises, pas du tout. C'est simplement le désir du spectateur. Voyant ça, il avait envie de voir Michel Bouquet. Et ça, c'est au monteur, enfin, de cette présence. Et ça, c'est quelque chose... Cet équilibre, je veux dire, sûr, pas uniquement dans le scénario, mais entre la force de ce qu'on appelle... bien passer à l'image, quoi. Enfin, de crever l'écran, d'y crever l'écran. Et ça, c'est magique. Ça, voilà. moi, et ça, tu peux pas le théoriser. Tu peux pas le théoriser. Et tu peux même pas le savoir avant le tournage. Non. Et c'est au monteur à le détecter, parce que le réalisateur, lui, il a l'habitude, il va pas forcément le voir. C'est au monteur de dire, mais attention, là, moi, dans cette séquence, en fait, je regarde complètement tel autre personnage, c'est celui qui, moi, où il se passe quelque chose là, et est-ce que ça vaut pas le coup de privilégier ça? Bien évidemment, après, il faut raconter l'histoire une vue, on peut pas être... Mais, et c'est ça qui nous a plu avec... et les films de Robert, c'est ce qu'on raconte. Voilà, il y a Mélan, c'est l'acteur qui a une présence. Dès qu'il arrive, il existe. Dernier été, c'est un film magnifique pour ça. Même quand le film est sorti à Cannes, le nombre d'hommes et de femmes étaient complètement amoureux de lui. Daroussin, au contraire, c'est un acteur. Lui, l'acteur, il a fait le conservatoire, il joue n'importe quoi. Il peut jouer tout. Voilà, on lui donne un texte, il va l'interpréter. Ce que Mélan ne saura pas faire d'une certaine manière. Parce que Mélan, il faut lui écrire il faut que ça soit des personnages à lui. Je veux dire, d'ailleurs, quand il peut jouer, quand on veut faire jouer le côté marseillais et tout, ça peut être moins bien, parce que quand il s'y retrouve pas et tout. Voilà, et Ariane Ascaride, c'est une parole, comme on le dit, c'est Anna Magnani, c'est toute la force de ces femmes qui, quand elles crient dans l'argent fait le bonheur, tu as effectivement l'impression que derrière elles, il y a le monde entier qui crie à travers sa voix. Tout le monde me connaît ici. J'habite ici depuis 15 ans. Tout le monde vient chez moi pour ses petites affaires. Alors, tout se sait, tout se voit ici. J'ai une histoire pour chacun. Vous voulez que je raconte? Et Josiane, tu veux que je raconte? Et toi, Malek, tu veux que je raconte? Monsieur Besançon, je raconte. La famille Guéguian, je raconte. Sur chaque foyer, j'ai une histoire. Alors je peux raconter. Mais qu'est-ce que c'est, cette cité? Dans ce hurlement, il y a toutes les femmes du monde ou de la terre. Pietro. C'est Pietro. Ascaride, la parole. Si Bertolt Brecht était passé dans cette cité, il aurait engagé dans son théâtre épique. Elle est de ces actrices qui vous plongent dans le vif, direct. En l'écoutant, on est autant dans la pétoche de l'habitant, planqué derrière sa fenêtre, que dans sa rage à elle, démesurée, déchaînée.
Dans une salle de montage, nous sommes 3. Le réalisateur, le monteur et le film, au centre, derrière ses lunettes noires. Il ne faut jamais que le film puisse dire On va arrêter de se voir. On n'aura plus soin. chassé par le film, Je vais être toute seule. le cauchemar du monteur. J'ai plus besoin de vous, alors je veux plus vous voir. Pour moi, c'est toujours aimé les gens qui sont un peu à part, ce que je disais. Je veux dire, Guédiguian, quelque part, il n'est pas dans le cinéma complètement français. C'est pour ça qu'après, même Robert sans Robert, je me suis intéressé au cinéaste de Mocky, par exemple, parce que justement, c'est aussi un personnage qui a fait plein de films. Gagnée, elle s'est envolée. Et voilà comment je suis devenu monteur de cinéma. Je sais monter, mais je ne sais pas descendre. Vous allez rester longtemps comme ça? Ça dépend du cheval. Quand il sera fatigué, il se couchera et je pourrai descendre. Descendre vers le réel, monter vers l'imaginaire. Le brouillard est comme un miroir qui reflète l'autre face du monde. Oh, c'est plutôt comme un miroir qui ne reflète pas ce qui se cache derrière. Une autre interprétation du cinéma de Mocky, mais avec qui t'as pas la relation, t'as jamais monté pour Mocky? Non, j'ai jamais monté pour Mocky. J'avais rencontré Mocky dans un festival qui s'appelait Festival Artisanal et Audacieux. D'ailleurs, je connaissais pas bien le cinéma de Mocky. J'avais pas forcément une sympathie pour Mocky, qui disait des conneries sur les plateaux de télé, souvent un peu épouvantables et tout. Et en fait, au fur et à mesure, à travers son cinéma, j'ai vu que le personnage était beaucoup plus intéressant que justement ce côté très très extérieur. Mais parce que on parle de Robert sans Robert, l'autre idée, c'est que j'ai découvert au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai découvert en travaillant sur Robert sans Robert, en racontant le montage, qu'on pouvait faire des films à partir des films des autres. C'est-à-dire, je disais en plaisantant, des films écologiques en même temps d'une certaine manière. C'est-à-dire que pourquoi retourner une histoire d'amour si elle a déjà été tournée? On peut en prendre une qui existe déjà et on l'adapte à sa propre sauce. Et donc du coup, ça m'a amené avec à aller voir, comme toujours, je ne le savais pas en théorie, mais c'est petit à petit, à m'intéresser un peu à ce qu'est le mash-up, enfin, qui est pour reprendre un terme, il y a un festival, de se dire, on peut faire des films de nos jours. Alors c'était plus compliqué autrefois en film, avec la pellicule, mais maintenant, étant donné que tout est accessible, que les images sont facilement accessibles et tout, donc on peut réutiliser. Donc du coup, faire des films avec les films des autres. Je rends à Robert les personnages que je lui ai empruntés, dans l'état où je les ai trouvés. Il va pouvoir leur écrire de nouvelles histoires, dans lesquelles je vais pouvoir me replonger. On comprend bien que tu n'as pas envie de cette partie-là du boulot de réalisateur, c'est-à-dire du plateau, de la relation voilà. Direction d'acteur, direction d'équipe, etc. Ça ne t'intéresse pas, enfin c'est pas ton truc, mais il y a quand même ce désir de faire un film, quoi. Il y a le désir de faire un film, mais oui, il y a le désir. Qui ne s'est pas exprimé pendant des années, qui s'exprime maintenant. J'allais dire, en fait, une carrière, j'exagère, mais tu as une grosse carrière quand même derrière. Non, mais comme je disais, c'est une rencontre qui s'exprimait aussi à travers le désir des autres. Moi, je pense que il y a un peu de moi dans tous les films sur lesquels j'ai travaillé. Donc c'est vrai que c'est dans l'ombre, c'est pas. Mais enfin, j'ai eu la chance. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de frustration de ce côté-là. J'ai jamais été frustré. Voilà, j'ai jamais été frustré, sauf j'ai été frustré quand tout à fait au début je faisais des effets spéciaux, des gros trucs comme ça en virtuel où là je savais pas du tout ce que je faisais pour des films institutionnels. Là oui, j'étais frustré parce que c'était purement technique. Enfin voilà, c'était. Mais à partir du moment où j'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs, des auteurs et qu'il y ait des rencontres entre eux et moi, bah, c'était des moments très enrichissants, enfin d'une certaine manière. Et donc moi j'étais pas frustré. Je suis pas. Pour moi, la différence entre un auteur et un monteur, parce que c'était souvent une débat, c'est la question qui est souvent posée dans les débats, mais est-ce que vous êtes auteur du film? Si vous faites ça, qu'est-ce que c'est qu'un auteur et tout? Moi, je pense que quand je travaille avec un réalisateur, même si j'ai monté entièrement le film, même s'il n'est pas venu dans la salle de montage, je ne suis pas auteur du film à partir du moment où, à la fin, c'est ce réalisateur qui va dire, voilà, le film, il est là, c'est celui-là, point final, je l'assume. Robert sans Robert et Mocky sans Mocky,
Clémentine Yalnik et moi, nous sommes les auteurs, même si on n'a pas tourné les images, même si on n'a pas filmé, même si on n'a pas dirigé les acteurs. En fait, c'est des films, tous les plans qui sont dans le film, on les a choisis et on les assume. Il y a un exemple qui est souvent cité, c'est celui d'Hitchcock. Il y a cette idée est assez connue parce qu'elle m'était souvent sortie en disant Hitchcock, il n'allait même pas au montage, il disait qu'il avait fait ses storyboards de ses films et qu'il n'y avait pas besoin d'aller au montage, que tout était fait, que le monteur faisait qu'appliquer. Voilà, ça c'est une idée qui a été reconnue. Et j'ai parlé des gens qui connaissaient, enfin, travaillaient, c'est pas du tout vrai. Et Hitchcock a sorti cette idée quand il a fait des longues interviews, un interview avec Truffaut, et il avait compris que ces jeunes-là, ils étaient très auteurs, et donc il leur a sorti totalement le discours qu'ils avaient envie d'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur, parce que voilà, et lui c'était pas vraiment, lui faisait des séries B, mais il était très valorisé, que tout d'un coup des jeunes réalisateurs français le considèrent comme auteur et viennent s'adresser à lui comme un auteur, et il en a rajouté une couche sur cette idée de l'auteur. Et d'ailleurs, on voit bien dans les films d'Hitchcock, quand on les analyse en détail, soit Psychose ou Les Oiseaux, justement le niveau de montage qu'il y a. Mais oui, c'est extrêmement monté. Et c'est pas possible de le prévoir avant. Et il avait un monteur qu'il a travaillé pendant des années avec le même monteur, qui faisait un premier montage sans lui, puis il allait voir le film. Après, il avait ce côté auteur, il voyait les films en projection. C'est vrai qu'il n'allait pas dans les salles de montage, il ne revoyait les films qu'en projection. Mais paraît-il qu'après il avait une mémoire extraordinaire, il disait ce qui lui plaisait pas, et le monteur repassait au travail, et puis il représentait un film après. Voilà, si on prend la scène juste très connue du couteau dans le Psychose, la bande-son est d'une riche, est extrêmement riche. Il y a énormément de choses dans la bande-son, on ne s'en rend pas compte. Etc. Donc il y a un gros travail qui n'était pas storyboardé, pour reprendre un terme. Un storyboard, pour moi, ça sert vraiment à rien. Enfin, j'ai travaillé des films, en fait, ça sert pour des effets spéciaux très particuliers, mais le dessin, c'est pas l'image. Enfin, ça rassure le producteur, c'est tout ce à quoi ça sert. J'aime cette manière théâtrale de filmer Marseille. Cette vision radicale du port, pasolinienne. C'est avec l'imagerie religieuse que Guédiguian cherche à peindre la beauté du monde ouvrier. Joseph marchait devant, la barbe secouée par le Mistral comme une bannière. Il essayait de couper le vent à Marie avec ses larges épaules de charpentier. De temps en temps, l'homme se retournait. Le curé de la cité est devenu Joseph, mari de Marie, et père adoptif de Jésus. Encore un petit effort, Marie, s'il te plaît. Encore un petit effort jusqu'au hangar, là-bas. Sans théâtre, on tombe dans le réalisme exigu, lourd. Sans réalisme, le théâtre n'est rien. Comme disait Brecht, le copain de Robert, le théâtre peut beaucoup, là où, du moins, il y a suffisamment de vie. La crèche. Nombreux sont ceux qui n'ont rien compris à cette séquence. C'est pourtant clair. Il y a le bœuf, l'âne, Marie, Joseph. Mais le théâtre n'a pas gagné. Il n'y avait sans doute pas assez de vie pour qu'Ascari de Marie puisse donner naissance au divin enfant. Qu'est-ce qui se passe? Il est plus de minuit. Il veut pas sortir. Comment ça? Il veut pas sortir? T'es sûr? Oui, il veut pas sortir. Je pense qu'à un moment donné, quand on est au cinéma, on n'est pas dans la vie d'une certaine manière. Donc il y a des temps qui sont différents. L'ellipse, par exemple, au cinéma, c'est le meilleur exemple et le plus simple. Le cinéma, c'est faire des ellipses. Dans l'ellipse, rappelons quand même qu'au cinéma, c'est un langage, on fait accepter un passage de temps. Voilà, ce matin, je me suis levé, je suis là aujourd'hui, on est en train de parler. J'étais inquiet ce matin, je me disais qu'est-ce que je vais raconter. Là, on est en train de parler. J'ai pas besoin de raconter que j'ai pris le métro, que je suis descendu, j'ai mis mon ticket, que j'ai monté les escaliers, que j'ai cherché le code, que j'avais pas le code, enfin tout ça. Ou alors, c'est intéressant de raconter si j'étais dans l'angoisse totale, si je te suis. Mais si ça n'a pas d'intérêt dramaturgique, il faut l'enlever. Donc voilà. Donc le cinéma, pour moi l'ellipse, c'est l'élément fondamental du montage. C'est de savoir qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on montre pas. Voilà. Par contre, ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas, par exemple, c'est le contre-champ, qui est assez intéressant. Et tu peux monter ou pas monter. Voilà, et là, le contre-champ, pour ce genre, c'est-à-dire que
pour ceux qui ne connaissent pas du tout le montage, on filme tout sur un acteur. Si on est en train de parler là, nous, voilà, on va filmer tout sur moi, et puis toi en train d'écouter ou de converser. Et puis, il va y avoir le choix de me mettre moi en train de parler, ou toi en train de faire oui, oui, ou non, non, et voilà. Et ça va être très important, parce que si je parle et si je mets avant toi en train de faire oui, oui, ou en train de sommeiller, quand un acteur parle et que le mot, c'est des fois plus intéressant d'être sur l'autre, parce que le mot c'est redondant, il dit quelque chose. S'il dit et si on voit ce qu'il dit et tout, à un moment donné on s'en fiche, à un moment donné c'est plus dynamique de montrer un peu avant comment l'autre réagit, comment ça se passe. Si on fait durer un peu le temps trop long, on va créer un désir chez le spectateur, une attente de ce qu'il va dire. Donc le spectateur il va dire, mais comment il va réagir? Est-ce qu'il va lui filer un coup de poing à sa réaction ou pas? Est-ce que je m'attarde sur ce ventre, torturé avec les effets spéciaux, ou sur le visage de l'inspecteur Pujol? Dans cette séquence, le passage préféré de Robert est celui de la lucarne. Tu comprends le français? Et pour moi, dans mon film, c'est le regard de Daroussin. Pour moi, cinéaste, c'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il montre, qu'est-ce qu'il montre pas? C'est la question essentielle dans son histoire. Quel choix il va faire de montrer, de frustrer le spectateur, au contraire, de le gaver. De ce qu'il veut raconter, quoi. Et alors, évidemment, c'est là que l'imaginaire entre en compte. C'est là si on croit au cinéma, comme je ne parle pas d'une croyance presque irrationnelle, mais si on croit, et on le croit parce qu'on le voit, parce qu'effectivement, on l'a vécu comme spectateur cinéphile, c'est qu'on croit à l'imaginaire, c'est-à-dire à l'idée qu'on fait confiance au spectateur pour faire travailler son imaginaire et finalement se faire une idée de ce qu'on ne montre pas, justement. C'est quand même là-dessus qu'on peut distinguer un cinéma, le vrai cinéma, je dirais, de quelque chose qui est du produit de divertissement fait avec, dont on parlait un peu tout à l'heure, qu'on évoquait un petit peu avec des critères du plus grand nombre, quoi. Tu ne crois pas que c'est un peu là-dessus que ça se joue? Non, ce qui se joue, c'est effectivement le multicaméra, on pourrait dire, dans certaines, ce qui était de sitcom ou de télé-réalité. La différence, elle est là, où ça devient très long et très ennuyeux. Je veux dire, les gens, parfois, il y a des gens qui peuvent aimer. Je veux dire, ce côté, on est dans ça prend les temps, ça prend les réels, c'est long, il n'y a pas d'ellipse, il n'y a pas de... En fait, là, tout ça, c'est des questions en fait, très théoriques, et je me rends compte que je me les pose pas forcément en ces termes-là, en fait. Ah oui. Et je suis beaucoup plus... C'est intéressant d'y réfléchir, mais c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus instinctif dans ce que je sens qu'il faut montrer ou pas montrer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai cette... Là, tu sors de ton côté formation IDEC, voilà, et tu te dis, il y a quand même... tu fais confiance quand même. Voilà, il y a ce côté-là dans ce qu'on montre, dans ce qu'on montre pas. Et il n'y a pas de règle. Et il n'y a pas de règle, en fait. C'est ça qui... moi, je pense qu'il n'y a pas de truc absolu. Je veux dire, même des fois, on pourrait dire de ne pas faire d'ellipse. On parle il peut y avoir des choses très très bien aussi dans la continuité, dans le... Voilà, pour moi, c'est avant tout, c'est qu'il n'y a pas de... Et plus je vais dans le cinéma, plus il n'y a pas de règles. Enfin, je veux dire, par exemple, le côté de ce qu'on dit, un monteur, c'est quelqu'un qui fait des raccords. Enfin, théoriquement, c'était ça. Alors toi, tu parles de ça, du faux raccord. Ce qui retient mon attention, c'est cette moto rouge. Elle est là. Elle a disparu. C'est ce qu'on appelle un faux raccord. Et pour moi, effectivement, tous les raccords sont faux, d'une certaine manière. Parce que c'est quoi qui est vrai ou faux dans un raccord? Voilà, parce que forcément, c'est pas... Si on se dit par rapport à la temporalité, par rapport à des choses, forcément, c'est faux. Et le monteur doit jouer de ça. Enfin, je vais pas raconter dans le film comment on trie justement, et comment... pour moi, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que... pour moi, tant qu'un plan m'intéresse, je le garde. Quand il ne m'intéresse plus, je passe au plan d'après. Je ne vais jamais laisser durer un plan
voir 10 images de plus, une seconde de plus, pour un raccord. Quand tu parlais de l'IDEC, où à l'époque il y avait des téléfilms comme ça, où les monteurs étaient très dans le réalisme, et je me souviens, quand il y avait des chants quand il y avait une sortie de chant, on faisait 5, 4, 3, 2, 1, top sortie, on savait très bien que c'était toujours coupé quand l'acteur était à moitié, quand le truc et tout, je veux dire, voilà, on devait attendre, c'était à l'époque, maintenant... il y a quand même un grand bouleversement dans le cinéma dont on ne parle pas suffisamment, c'est la cigarette. C'est-à-dire que pendant des années, les acteurs fumaient sans arrêt, et l'angoisse du monteur, c'était le raccord cigarette. C'était, parce que bien évidemment, dans les prises, tantôt, la cigarette, elle était fumée, il avait remis, donc dans le frais, il avait le fin de mégot, dans la prise d'après, il y avait le... Beaucoup plus simple aujourd'hui, avec le masque. Le masque, alors c'est le bonheur de la synchronisation, il n'y a plus de synchronisation. Il n'y a plus de synchronisation. Mais donc voilà, et donc c'était toujours, quand on faisait l'école, c'est le raccord cigarette, je veux dire, et il y avait vraiment le coup de se dire, voilà, il faut mettre quelques images avant qu'il pose dans le cendrier ou des choses comme ça, ou le temps, quand un acteur il savait plus son texte, il fumait sa cigarette, ça lui permettait de... Tout ça avait déjà été bien explosé par la nouvelle vague, enfin par Godard dans En bout de souffle et tout ça, ça avait déjà été bien pété, mais c'est resté quand même, il y a même des spectateurs, que ça existe encore, je pense, qui sont totalement obsessionnels par les raccords, et qui traquent un peu les faux raccords. Enfin, qu'on voit dans des émissions. Mais après ça dépend aussi. Alors là, des gens, moi je suis surpris, j'aime bien dans les films, il y a des gens, mais qui sont malades d'une certaine manière. J'ai une amie, elle dit que c'est une maladie, c'est-à-dire qu'elle voit tout. Mais elle est incroyable, elle le voit. S'il y a un figurant qui passe dans le fond, et si c'est le même figurant 10 scènes après, elle va se dire, mais c'est le même figurant qui est passé. Elle a une sorte de capacité visuelle à voir tous les faux raccords. Et ça revient à ce qu'on disait sur le désir du spectateur, en fait. Je veux dire, s'il n'a plus le désir, il voit les raccords. Moi, je vois les raccords, mais si j'en ai dans le désir... et certains films américains, je pense que toujours c'est un film qui est un exemple, Pirates des Caraïbes, qui est assez étonnant dans ça, je veux dire, on est dans le désir du spectateur, dans le plaisir, et puis quand ça va pas, hop, on passe sur une île déserte, sur un bateau, sur un truc, on n'en a rien à foutre de savoir comment le personnage il est arrivé là, ou comment, etc. Mais on fonctionne comme ça sur ce que le spectateur a envie d'entendre, de voir ou pas. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est un petit peu le problème de l'idée que le montage, des fois, on a l'impression que c'est mal parce qu'on te manipule. Là, on est d'accord, quand je parlais de contrat spectatoriel, on est d'accord pour être manipulé avec plaisir, quoi, parce qu'on nous embarque dans un truc. Mais il y a cette idée que, est-ce que finalement, si on perd le temps de la complexité, c'est plus de la manipulation, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le temps de réfléchir ou de imaginer. Réfléchir et imaginer, quoi. Ça, c'est la vraie question et qui se pose, qui pose au montage, c'est-à-dire, même on pourrait dire par rapport à des films militants, enfin, où là, véritablement, il y a un propos qui est fort. Jusqu'où il faut se laisser ce temps de réflexion au sein même du film. Je veux dire, jusqu'où, effectivement, sur certains films où il y a des choses, les gens disent ça va trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir, donc est-ce qu'il faut laisser un long plan et trouver un rythme pour que les gens aient bien le temps de se dire oui, moi, comment je me situe par rapport, est-ce que je suis d'accord, ou est-ce que si on laisse ce temps-là de nos jours, on perd le spectateur qui va se dire, qui va aller à autre chose. Ça, c'était souvent des cas de débat sur certains films un peu militant, enfin dans le sens où il y a un propos qui est très fort, qui est presque aussi fort que presque, on pourrait plus fort que la forme, c'est de se dire voilà, et c'est vrai qu'il y avait certains films, disons, qui étaient très lents à un moment donné, où il y avait cette idée il faut réfléchir, il faut avoir le temps on laissait tous ces temps-là pour que le spectateur et le sentiment de ne pas être manipulé, justement, pas embarquer ce qui était reproché à un cinéma qui prenait, en disant non, il faut laisser le temps au spectateur de réfléchir, de se faire sa propre idée, d'avoir une position critique par rapport à ce qu'il vient de voir. Ou est-ce qu'on se dit, on fait un choc et puis il réfléchira après? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Continue. Moi, je vois quand aller voir des films avec des amis et puis aller boire un coup après et en parler ensemble du film, c'est des choses pour moi très très importantes.
Et souvent c'est perdu, on est tellement pris qu'on va voir le film seul ou on va voir plusieurs, et puis hop, après on parle pas du film, mais on parle d'autre chose, je veux dire. Et puis là, en plus, en ce moment, tu es obligé de rentrer avant 9h, donc c'est réglé. Et donc il faudrait après se téléphoner. Voilà, le temps, moi je trouve que ces moments-là, de se prendre le temps, c'était le côté des ciné-clubs, qui quelque part, qui disparaît d'une certaine manière, où chacun, après un film, on prend le temps de digérer, de confronter sa vision avec quelqu'un d'autre, de voir que justement on est différent, on a perçu les choses différemment, et que le film est aussi un objet de discussion. Mais cette expérience-là du collectif, qu'on connaît très bien en montage, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vois plus le même film quand tu es dans la salle de montage et que tu commences à avoir un premier spectateur qui vient dans la salle de montage. Même s'il dit rien, ça c'est quelque chose qui me surprend toujours. On voit le film seul, il y a quelqu'un qui vient dans la salle de montage, mais avant même que la personne ait parlé, même si elle n'a rien dit du tout, moi, je ne vois pas le film de la même manière. Tu vas sentir les défauts. Je sens d'autres choses. Ça, c'est une expérience que tous les monteurs et les monteuses connaissent, et les réalisateurs. C'est cette expérience-là du premier spectateur extérieur qui va... voilà, ça, c'est vraiment très Et c'est important. vrai que dans une salle, comment une salle réagit, s'il y a... C'est évident d'aller du côté de la salle, c'est encore plus évident au théâtre par exemple, donc j'aime bien aller aussi au théâtre et j'y vais pas mal, c'est évident que au théâtre il va même y avoir de la salle, ça va influencer les comédiens en fait, s'il y a un peu quelqu'un qui rit ou qui est mononné, les acteurs vont être, les comédiens qui sont sur scène vont être différents et ça va, voilà, et des fois les gens ils ont à 2 soirs près, ils n'ont pas vu la même pièce, enfin, suivant le public. Mais moi, ce que j'aime bien, à la limite, aller en salle, c'est aussi d'aller voir justement des films grand public, où la salle joue. Il y a eu ce côté aussi que je trouve excessif de la salle temple qui était défendue par certains cinéphiles, où il fallait où on arrivait même dans des toutes petites salles où il ne fallait pas bouger, il ne fallait pas rire, il fallait pas, où c'était comme ça une sorte voilà, il fallait être en admiration devant le film et de pas réagir. Moi, ça m'arrive, au contraire, il y a certains films, y compris des comédies, c'est-à-dire des choses comme ça, où je préfère aller les voir en salle avec des gens qui rient et même qui mangent des pop-corn. À quelque chose qui n'existe pas. Mais moi j'existe. Alors qu'est-ce que vous avez voulu faire? Une dernière provocation? Service en passé. Bien, merci. Allez vous rendre. Ils sont les plus forts. Ils seront toujours les plus forts. Vous aurez donné bien du souci. Bonsoir. Ce film Calignomini. Le metteur en scène est un détraqué sexuel, il parle tout le temps de cul. C'est simple, ce film ne passera pas à la TV. Alors, en ce qui concerne, toi, ton travail de réalisateur-monteur, après Moki sans Moki... Moki sans Moki, je sais pas, justement, parce que là, je suis très heureux d'être remonteur là, pendant les prochains mois, j'en ai au moins là, pour plusieurs mois d'être monteur, donc il y a eu Robert sans Robert, il y a eu Moki sans Moki, il y a eu des travails, donc c'est quelque part... C'est encore les étiquettes. J'ai envie de me dégager de l'idée de documentaire sur un cinéaste. Et dans Moki sans Moki, c'est ce qu'on a essayé. C'est-à-dire que Moki sans Moki, c'est, avec Clémentine, on était aussi dans l'idée de raconter ses propres histoires à partir du cinéma de Moki. C'est-à-dire que je pense que Moki sans Moki, c'est un film intéressant parce qu'aussi il est intermédiaire entre à la fois encore une sorte d'idée qu'on a de raconter le cinéma de Moki pour quelque part expliquer aux gens ce qu'est le cinéma de Moki, et à la fois prendre les acteurs de Moki pour raconter notre propre histoire qui n'a rien à voir avec Moki. De ce côté de mash-up, de se dire, voilà, d'arriver à raconter vraiment ce que j'ai envie de raconter, c'est-à-dire, mais avec les films des autres, parce que j'aime pas le tournage, je veux pas diriger les acteurs et il me faut trop peur. Sauf Clémentine. Le montage, pour moi, est beaucoup plus qu'un métier. C'est l'art de se fondre dans l'imaginaire d'un auteur-créateur pour que naisse un film. Si tout va bien, son rêve, devenu le mien, redevient le sien. Promenade vers les derniers plans de mon film. Comment finir d'écrire ce voyage? À moi de choisir.